Et on accueille Anaïs Makinet-Denekar. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez travaillé pendant 17 ans comme journaliste, productrice, vous êtes toujours journaliste. D'ailleurs, vous êtes passée par des magazines comme Confessions Intimes, vous avez une énorme expérience à la télévision. Évidemment, E égale M6, également, vous étiez rédactrice en chef, si je ne m'abuse. C'est ça. Et forte de votre expérience télé, eh bien, vous avez décidé de lancer un blog, Julia Inside TV, ça marche très bien. Et puis maintenant, désormais, le livre, qui est évidemment dérivé de ça, évidemment, c'est Pour quelques minutes de célébrité aux éditions Anne Carrière. C'est une critique plutôt sévère du monde de la télé. En tout cas, vous dévoilez les coulisses qui ne sont pas toujours jolies. Tous dépourris, un peu tout pour l'audimat. Voilà, ça ne donne pas une image très glorieuse de la télévision. Ici, ça ne se passe pas comme ça, on va en parler avec vous. Rassurez-vous, la télé, ce n'est pas qu'une ambiance comme ça très peu reluisante. Vous l'avez vécu, cette situation, Anaïs, dans votre travail, évidemment, des situations un peu compliquées parfois. Vous l'avez romancé aussi. Oui. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Par exemple, dans des situations, une productrice qui, le soir du 11 septembre, ne pense qu'à sa petite personne, à son émission qui va être annulée. Ça existe? Alors oui, ça je l'ai vécu parce que j'ai travaillé sur une émission le 11 septembre, mais cette productrice-là en particulier n'existe pas. C'est-à-dire que je l'ai imaginée toute pièce. En l'occurrence, c'était un producteur qui était sur l'émission sur laquelle je travaillais. Mais la déprogramation du 11 septembre, qui est finalement une triste opportunité pour Julia, l'héroïne du livre, de sauver sa carrière de programmatrice, puisqu'elle est programmatrice sur cette émission, je l'ai réellement vécu. Oui. Voilà, vous êtes... Une partie, de toute façon, c'est un roman qui est très autobiographique. On va dire que 70% de ce que je raconte est vrai, mais est arrivé à certains de mes collègues. Mais c'est un roman. Voilà, l'idée, c'était vraiment de brouiller les pistes et de raconter les coulisses, vraiment les secrets de fabrication des émissions de télévision que je connais mieux que personne pour en avoir produit et dirigé. Et Julia, le personnage du livre, donc si c'est fortement autobiographique, à chaque fois, elle tombe un peu des nues dès qu'il lui arrive une mésaventure, dès qu'un producteur est agressif avec elle, ou en tout cas la menace de lui faire perdre son travail. Vous aussi, vous avez vécu ça? Oui, parce que je pense que quand on est jeune et qu'on débarque à Paris, parce que je suis passée par là, hein. Moi j'arrivais de Lille, j'avais très envie de devenir Tintin reporter, de partir sur le terrain, rendre compte de la vie de mes contemporains. Et très vite, j'ai été confrontée à une autre réalité, qui est une réalité déjà beaucoup plus marketing, et où on m'a très vite demandé de choisir les bons témoins, parce qu'un bon reportage, c'est avant tout un bon témoin. Et donc je me suis très vite retrouvée confrontée à un métier qui se rapprochait plus de celui de réalisateur de cinéma que de celui de journaliste, d'enquêteur, si vous voulez. Il fallait vraiment faire une quasi-fiction de chacun des reportages sur lesquels on travaillait. Donc ça a été une certaine... Enfin oui, ça a composé une certaine déception pour moi. Néanmoins, j'ai vécu aussi des moments extrêmement heureux. Hein. Et d'ailleurs, le livre n'est pas grave. J'ai essayé de traiter avec humour et cynisme de ces 17 années dans les coulisses de la télé. Vous avez beaucoup travaillé dans des émissions, on l'a dit, Confessions Intimes, voilà, où il y a des témoignages, des gens qui viennent se répandre sur leur vie qui n'est pas forcément facile. Évidemment, vous dites que parfois c'est stéréotypé, ces émissions, que finalement les témoins, on les choisit vraiment en fonction de ce qu'on aimerait leur faire dire, en tout cas ce que les producteurs aimeraient leur faire dire, c'est-à-dire que c'est bidonné ou pas, ces émissions de témoignages? Alors, on va dire que le postulat de départ, en effet, la recherche de témoins est extrêmement stéréotypée. On a une idée extrêmement précise de ce que l'on veut voir à la télévision. Ça dépend de ce que vous appelez bidonnage. C'est-à-dire que la nuance dans une émission comme Confessions Intimes, c'est la capacité des journalistes à mettre les gens en situation de faire exploser ou une jalousie extrême ou un comportement effectivement assez extrême. C'est toute la force du casting. C'est-à-dire qu'en fait, sur les retours d'appel à témoins, quand Confessions Intimes lance un appel à témoins sur la chaîne, il y a très très peu de gens qui vont répondre à l'appel à témoins par téléphone. Il va falloir aller les chercher. Donc c'est vrai que les journalistes ont des petits carnets, des contacts privilégiés avec des gens comme des coiffeurs, comme des gens qui tiennent des bars et qui finalement reçoivent les confidences des gens qui vivent autour. Et je pense que c'est le meilleur moyen de trouver le bon témoin. Parce que quand une coiffeuse vous dit j'ai reçu une de mes clientes qui m'a dit qu'elle n'en pouvait plus parce que son mari posait des posters de Johnny au-dessus du lit et qu'elle avait l'impression de passer après son idole, on se dit bon ben voilà, c'est exactement ce que nous on cherche, quoi. Et c'est comme ça qu'on les trouve. Et une fois devant la caméra, est-ce qu'il y a un peu ce qu'on appelle de l'acting? Est-ce qu'ils ne jouent pas aussi un petit peu plus fort que leur rôle, les gens que vous recevez? Alors dans une émission comme Confessions Intimes, pour le coup non. Ce que
l'on va vous dire, c'est que si vous emmenez une jalouse en boîte de nuit et que ce jour-là, aucun événement ne laisse exploser sa jalousie, c'est que la casteuse a mal fait son travail. Parce qu'en réalité, il faut toujours des cas extrêmes, des gens très extravagants. Donc, il y a une mise en situation, c'est-à-dire que si cette jalouse ne va plus en boîte de nuit parce qu'elle ne supporte pas que son petit ami soit regardé, pour le coup, le réalisateur du reportage, donc le journaliste, va lui dire écoute, non, on va aller en boîte de nuit parce que c'est là que ça va exploser, c'est là qu'il faut aller. Donc, on peut considérer que c'est une sorte de mise en scène. Ouais. Mais quand vous faites du JT, c'est pareil. Quand vous devez, par exemple, faire un reportage sur une femme qui gâte trop ses enfants à Noël, par exemple, vous allez l'emmener dans un magasin de jouets, là où elle est en capacité de gâter l'enfant. Voilà, et donc vous allez lui donner rendez-vous le jour J de ses courses de Noël pour voir le caddie bien rempli. Donc c'est un cahier des charges qu'on a, quelle que soit l'émission sur laquelle on travaille. Donc de mon point de vue, en tout cas sur Confessions intimes, je n'ai jamais connu ce qu'on appelle des bidonnages. Alors justement, on va profiter de votre éclairage de spécialiste. Ça ne se passe pas dans Confessions intimes, c'était plutôt dans Les Anges de la télé-réalité avec une fameuse séquence, l'une des plus célèbres de ces dernières années. On va en parler avec vous pour voir si c'est bidonné ou pas, ou si c'est juste une mise en situation. Apparemment, c'était Aurélie et Capucine qui avaient pas de shampoing. Ah, allô? Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Allô? Je sais pas, vous me recevez? T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Alors, faut-il voir derrière cette célèbre phrase de Nabila Benatia la patte du producteur ou pas? Je pense que la séquence au supermarché, quand elle choisit les produits, etc., est très certainement un peu pré-scénarisée. C'est-à-dire qu'on lui dit on va faire du shopping et puis on va peut-être lui donner une liste de courses impossibles ou un truc un peu compliqué à réaliser pour faire ressortir, un peu comme je vous le disais pour la jalouse de tout à l'heure, pour faire ressortir le côté un peu ravissante idiote de Nabila. Mais cette phrase-là, c'est elle. Cette phrase-là, je pense que c'est elle. Voilà. Alors, elle surjoue sans doute un peu parce que c'est un personnage extravagant et c'est typiquement le type de personnage que l'on va chercher pour ce type d'émission. Donc, je pense que c'est foncièrement sa personnalité. Je ne crois pas du tout que ce soit un texte qu'on lui ait écrit. Je sais qu'aujourd'hui, il me semble qu'elle l'a même déposé à l'INPI. Voilà. Non, c'est parce qu'elle est, elle est plutôt maligne, mais je ne pense pas qu'on lui ait soufflé. Alors, on va revenir sur votre livre. Vous décrivez les médias à Paris, qui est un monde à part, un monde de l'entre-soi. Vous dites que la cocaïne est utilisée pratiquement comme un bonbon, finalement. Ça se vérifie encore aujourd'hui ou pas? Non, pas partout, je vous confirme. Mais, non, ça se vérifie encore aujourd'hui, bien sûr. C'est un milieu dans lequel... Alors, il y a juste une chose que je voudrais dire, c'est que moi, je ne porte pas de jugement sur les habitudes des uns et des autres. Tout le monde se met ce qu'il veut dans le nez et couche avec qui il veut, c'est pas la question. Ce qui est toujours embêtant dans ces milieux-là, c'est quand ça a une influence sur la manière de diriger les équipes, de réaliser les reportages, etc. Parce que forcément, quand vous êtes sous cocaïne, vous n'êtes pas complètement frais. On le voit dans votre livre, votre personnage est soumis en rédacteur en chef qui est pas dans son état normal. En tout cas, vous parlez également des soirées, on va dire des parties fines, des orgies. Ça aussi, c'est courant de voir des personnalités rencontrer des gens de la télé comme ça, même des politiques, vous dites? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un milieu très parisien et je pense qu'en effet, de ce que j'ai vu et des stars que j'ai pu côtoyer, c'est vrai que les gens de télé côtoient les hommes politiques, que les hommes politiques côtoient les acteurs et que tout ce grand monde, en général, fréquente le même type de soirée. C'est le milieu des people, même si on n'aime pas toujours ce mot qui englobe toutes les personnalités publiques. Je pense que tout people va dans les mêmes soirées. Alors, il est vrai qu'il y a beaucoup de soirées échangistes et j'en ai connu. Et ce livre, il vous pose des problèmes ou pas aujourd'hui? Parce que quand même, vous y allez un peu fort sur certains, même s'il n'y a pas de nom, on le rappelle, c'est romancé. Il y a des gens qui vous en veulent de ce livre. Julien Courbet, notamment, vous a annulé au dernier moment de l'émission Touche pas à mon poste. Vous avez travaillé pour lui, on se dit, il se sentit visé par ce livre? On a travaillé 7 ans ensemble. J'ai travaillé 7 ans avec Julien Courbet sur Sans aucun doute, sur Confessions intimes qu'il produisait. Donc, est-ce que quand on lui a mis mon livre sous le nez, il s'est dit qu'il n'avait pas très envie qu'une ancienne collaboratrice vienne raconter les éventuelles coulisses des émissions sur lesquelles on a travaillé et que c'est la raison pour laquelle il m'a annulé? Peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas le fin mot de l'histoire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on m'a programmé un matin et déprogrammé l'après-midi même. Maintenant, c'est quand même fou de crier au loup alors qu'il s'agit d'un roman. Donc certes, je décris les coulisses de la télévision que l'on fréquente l'un comme l'autre, mais je ne vise personne, donc c'est étonnant d'avoir refusé de me recevoir. Et vous n'avez pas eu de contact avec lui?
Je lui ai envoyé un SMS auquel il n'a pas répondu. Bon, fin de l'histoire pour l'instant en tout cas. Vous dénoncez pas mal donc ce qui se passe, vous dénoncez en tout cas, vous critiquez, vous commentez ce qui se passe dans l'actualité du monde de la télévision, ce qui se passe entre les gens, mais vous ne donnez pas de nom. Est-ce que c'était aussi une manière de vous protéger ou c'est parce que vous voulez cibler personne? Parce que du coup on a un peu l'impression, voilà, le milieu est tellement pourri, mais en même temps on n'a pas vraiment de nom. Alors, en fait, la question s'est posée de savoir si je voulais faire un document ou une fiction. J'ai choisi l'univers de la fiction parce que, d'abord, c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voyez, j'écris aussi des séries télé, j'essaie d'écrire pour le cinéma. Donc mon ambition, c'était vraiment d'écrire de la fiction. Et par ailleurs, je n'avais pas de compte personnel à régler. C'est-à-dire que ce milieu, moi je dis tout le temps, la télé, on adore la détester, mais même pour ceux qui la regardent, on adore la critiquer et puis quelque part on l'aime. Voilà. Et vous fréquentez encore ce milieu? Et je fréquente encore ce milieu. Je travaille alors beaucoup en sous-marin maintenant parce que c'est vrai que certaines chaînes pour lesquelles je travaillais ont donné vraisemblablement comme consigne de me mettre un peu de côté le temps de la promotion de ce livre, ce qui est complètement incohérent, mais je pense que ça correspond à une certaine omerta du milieu. Je pense que l'écrivain du Diable s'habille en Prada s'était confronté un petit peu aux mêmes problématiques que moi au départ. Effectivement, tout le monde essayait de lui faire dire qu'elle parlait d'Anna Wintour. Donc certes, elle avait travaillé pendant très longtemps chez Vogue et on se doute qu'elle parlait d'elle. Voilà. Wintour, mais bon. Donc de la même manière, quand vous lisez pour quelques minutes des célébrités, que vous comparez avec mon CV, bien sûr que vous pouvez faire quelques rapprochements, mais ce sont néanmoins des personnages de fiction. Je les ai complètement transformés. J'ai mélangé des personnages aussi. Voilà, il n'y a pas de nom, mais en tout cas une belle critique du monde de la télévision, même si ça ne se passe pas comme ça à Non-Stop People. Merci Anaïs Makiné-Deneka. On le rappelle, votre livre pour quelques minutes de célébrité aux éditions Anne Carrière est déjà disponible et reçoit déjà un beau succès, on vous le conseille.